formel que la Russie ne réussisse pas son pari, bien sûr. Alors, on va se rendre sur le terrain parce qu'il y a un rapport de force aussi qui existe, hein, bien sûr, et qui est important notamment dans le Donbass, on le sait, où l'armée russe pourrait être sur le point de reprendre Bakhmout. Et puis il y a aussi des mouvements de troupes importants à la frontière au niveau de la ville de Kharkiv, où des mobilisés, ils sont estimés à environ 15 000, sont arrivés. Alors que prépare-t-il exactement? On fait le point avec notre envoyé spécial sur place, Marie-Hélène Mélier. Ce qui est sûr, ce qui est très clair, Florence, c'est que les frappes menées par les soldats russes se sont intensifiées ces derniers jours. Ce que veulent les Russes, c'est reprendre du terrain dans tous les territoires où ils ont été repoussés par l'armée ukrainienne. À l'heure où nous parlons, de violents combats ont lieu dans le nord-est du pays, où nous sommes au niveau de la frontière russe, mais également à l'est, dans la région de Bakhmout. Ce que les soldats russes visent en priorité, ce sont les bases et les infrastructures militaires, mais ils sont aussi capables de frapper en plein jour, en plein après-midi, des zones d'habitation. La semaine dernière, une explosion a eu lieu à 300 mètres de l'hôtel où nous séjournons. Vous savez, dans une guerre, rien n'est jamais figé et le rapport de force peut toujours s'inverser, et ça, les Russes l'ont bien compris. Vous savez, la contre-offensive ukrainienne a certes repoussé les Russes de l'oblast de Kharkiv, mais ça, c'était il y a seulement 2 semaines. Et vous l'avez dit, entre-temps, Moscou a envoyé en renfort ces nouveaux mobilisés et en nombre. Évidemment, les Russes espèrent revenir dans l'oblast de Kharkiv en faisant une percée au nord, tout au nord de l'oblast, en passant par cette base ukrainienne tout au nord où nous sommes rendus avec Soizik-Oulier. Ce qui fait très peur aux soldats ukrainiens, parce qu'on a beaucoup dit que les Russes manquaient de missiles, c'est le renfort venu de l'Iran, l'Iran qui a fourni des drones kamikazes très puissants, qui font beaucoup de dégâts et qui ont été utilisés ici dans la région de Kharkiv, mais aussi à Kiev, Zaporizhia ou encore Jitomir. Alors, énormément de choses dans ce que nous rapportent du terrain Marie-Hélène Mélier et Soizik-Oulier. Général, une offensive par le nord pour reprendre ces territoires qui ont été eux-mêmes repris par l'armée ukrainienne il y a quelques semaines, c'est possible aujourd'hui avec ce qu'on sait de l'armée russe? 15 000 hommes certes mobilisés, mais mal formés, mal équipés, des armes qui commencent à manquer. Est-ce que tout simplement c'est possible matériellement? Bon, c'est évidemment compliqué à dire, on n'est pas sur le terrain, mais quel est l'objectif de M. Poutine? C'est d'arriver à stabiliser des lignes qui soient relativement militairement confortables pour aller passer l'hiver. Moi, je ne connais pas exactement la configuration du terrain, mais là, il est en train de... On sait qu'il cherche à gagner tout le temps qui reste avant l'hiver, où les combats vont effectivement s'arrêter. Et donc là, il améliore ses positions pour trouver des lignes probablement défendables. Il ne peut pas espérer plus que ça, mais ça, il a besoin de le faire pour se retrouver dans une situation à peu près confortable au printemps pour pouvoir relancer l'attaque. Donc il vise à arrêter au mieux et avoir des positions qui lui permettent de relancer la manœuvre au printemps. Oui, Christian Megredis, une réaction à ces mouvements près de Kharkiv de l'armée russe? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait une tentative de ce côté-là? Moi, je pense qu'il y aura une tentative de ce côté-là. Oui. Je pense, et à court terme, avant que le climat ne fiche de front. Alors, est-ce qu'elle réussira? Ces conscrits qui viennent d'arriver n'ont pas une grande valeur militaire. Mais tout dépend de l'armement qu'on va mettre à leur disposition. Jean-Baptiste Noé, on parlait de cette dispersion, alors de cette manœuvre en Biélorussie de l'armée russe pour disperser l'armée ukrainienne, mais l'armée russe, elle est elle-même très dispersée là. Alors est-ce qu'elle a les moyens techniques aujourd'hui, de matériel, de reprendre l'offensive au nord? En tout cas, pour l'instant, ils tiennent, et non seulement ils tiennent, mais ils arrivent aussi à réavancer. Il y a une quinzaine de jours, on se demandait si les Ukrainiens n'allaient pas reprendre toute la Crimée. Ça, c'est plus d'actualité. Donc on voit aussi que les choses peuvent changer assez vite. Et on ne peut pas trop prévoir ce qui se passera dans les jours qui viennent parce que... le rapport de force n'est pas si net que ça. Non, parce que l'offensive ukrainienne a été arrêtée, les Russes ont reculé, mais là sont en train de réavancer. Donc on a beaucoup de mal à avoir, on est encore dans ce brouillard de guerre, on a beaucoup de mal à avoir d'informations précises, même sur les stocks de missiles, même sur la réalité des hommes qu'ils alignent et de leur efficacité réelle. On ne sait pas trop, on constate que les Russes sont plutôt en train d'avancer, ils n'avancent pas beaucoup, mais ils avancent quand même un petit peu, et effectivement pour avoir des lignes qui pourront tenir pendant l'hiver. Alors
Alors, ce qu'on sait de la stratégie militaire russe, c'est ce qu'on en voit sur le terrain. Et puis, c'est aussi ce qu'a bien voulu nous en dire Vladimir Poutine, c'était hier depuis Astana. Vladimir Poutine qui dit qu'il n'y aura pas de nouvelles frappes d'envergure sur le territoire ukrainien. Alors, par stratégie militaire ou par contrainte, on en parle dans un instant. D'abord, on le réécoute. Aujourd'hui, il n'y a pas de besoin de frappe de masse. Aujourd'hui, les objectifs sont différents. Sur 29 sites, 7 n'ont pas été atteints comme le ministère de la Défense l'avait prévu dès le début, mais petit à petit, ils remplissent les objectifs. Il n'y a pas besoin de frappe de masse là, pour le moment en tout cas. Et puis, on verra par la suite ce qu'il en sera. Alors, cette déclaration, pourquoi dire cela? Pas dans l'immédiat, pas de nouvelles frappes. Après tout, si c'est la terreur, un climat de terreur que veut laisser régner Vladimir Poutine, pourquoi être il a un peu aussi dit affirmatif? tout et son contraire. Il n'y a pas de nouvelles frappes, mais pour le moment, on verra un peu plus tard. Donc, un peu plus tard, est-ce que c'est la semaine prochaine ou est-ce que c'est dans 2 mois? Ce sont juste des mots. C'est surtout très pervers. Parce qu'il y a quand même eu des frappes considérables lundi en Ukraine sur toutes les villes ukrainiennes, des dizaines de morts. Donc en fait, ce qu'ils cherchent à faire, c'est gagner du temps, y compris sur la question du Bélarus. Je rappelle aussi qu'au Bélarus, la présidente démocratiquement élue est en exil. Lukashenko n'est pas le président du peuple de ce pays-là. Donc il y a ça aussi qui se joue. Donc est-ce qu'ils iront ça, c'est une autre question. En tout cas, l'inquiétude, c'est pour les villes ukrainiennes qui sont pas loin de cette frontière. Et ce qui se joue, c'est malgré tout la question de cette menace-là. S'il y a cette menace-là, il faut dégarnir la contre-offensive de Kherson, qui quand même avance tout de même. Il y a quand même des localités qui sont reprises tous les jours. Elle n'est pas bloquée. En revanche, les Ukrainiens perdent un petit peu de temps, en effet, quand parce que les Russes n'arrivent pas à leur fin sur le terrain militaire, bombardent des villes et tuent des infrastructures, y compris sur la question de l'énergie. Il y a tout ça qui est en dynamique. Il y a une question aussi de stock d'armement. On a vu tout à l'heure cette nouvelle tranche d'aide de encore 700 millions de dollars des Américains, des Russes. Je rappelle qu'ils ne donnent jamais qu'un tiers de ce qu'ils promènent depuis le début de la guerre, il faut le rappeler. Ça fait un tiers de 17 milliards, donc si c'est qu'un tiers, ça reste par rapport à 800 milliards de budget militaire, c'est vraiment très peu. D'accord, mais alors est-ce que les Russes aujourd'hui se sont ravitaillés suffisamment en armes? Ils ont effectivement fait des frappes importantes lundi. Cette annonce de Vladimir Poutine hier, on ne fera pas de frappe massive. Est-ce qu'aujourd'hui ils en ont les moyens tout simplement encore? Je crois, mais vous disiez, personne ne connaît vraiment l'état des stocks. On a pensé qu'ils étaient... On n'a pas par le renseignement, par les images satellites, un moyen de savoir? Vous savez, les stocks... Mais les stocks sont cachés. Ils sont cachés dans des montagnes. Hein. Voilà, à part le fait qu'on sait que les armées françaises n'ont pas de stock parce qu'on n'en a jamais eu, mais les armées ukrainiennes, les armées russes, elles, c'est les armées de stock justement. Nous sommes une armée de flux. Eux, c'était une armée qui était prête à faire la guerre avec des munitions, donc ils ont sûrement des stocks importants. On a des chiffres, mais que valent-ils? Je n'en sais rien, bien sûr. Oui, Christian Macrédy. Oui, on n'est pas dans les bunkers où sont stockés les... Personne ne sait, en fait. Ce qu'on sait, c'est que l'Ukraine a besoin de systèmes de défense anti-aérien et que c'est ce qui est en train de se mettre en place aussi au niveau international. Ça se met en place. Oui. Alors, écoutez quand même ce qu'en dit notre consultant Pierre Servant sur ce stock d'armes russes et ce qu'on en sait. Toutes les informations ou les renseignements qui remontent montrent bien que Poutine commence à avoir un stock de missiles de précision, de missiles de croisière qui commence à se réduire très sérieusement. Les Ukrainiens avaient parlé de 60% de destruction de ce stock. Moi, selon mes informations, c'est plutôt 80 ou 85% du stock de missiles intelligents qui est diminué. Et finalement, Poutine est obligé de continuer sa guerre avec des moyens comptés. Donc la meilleure façon de camoufler le fait qu'on n'est plus en capacité de frapper massivement le pays, c'est de dire non, écoutez, en ce moment, voilà, on va songer à d'autres choses, etc. On a les missiles intelligents, c'est les missiles modernes, ceux qui sont guidés par GPS, qui frappent là où ils sont censés frapper. Intelligence artificielle. Il est probable qu'il utilisera ces missiles dans un but stratégique. C'est exactement ce qu'il a fait lundi dernier et qu'il continuera. Parce que ce qu'il est en train de préparer, c'est un hiver terrible pour les Ukrainiens. D'une part, en leur montrant qu'ils ne peuvent plus vivre dans leur appartement, qu'ils doivent dormir dans les caves toutes les nuits et les empêcher de se chauffer. Donc il attend bien de ces missiles une chute du moral ukrainien. Et moi, je pense que, contrairement à ce qu'il a dit, il le poursuivra régulièrement pour
pour que l'hiver soit absolument terrible à vivre en Ukraine. Une situation très difficile, vous le soulignez, qui se prépare pour les Ukrainiens. On sait que les centrales sont visées, les sources d'approvisionnement en énergie par ces bombardements. Situation difficile, notamment dans les zones qui viennent d'être libérées par l'armée ukrainienne, parce que l'armée russe est toujours proche et que donc les bombardements ont lieu fréquemment. Il y a aussi ces prisonniers qui ont été libérés et qui ont retrouvé la liberté. Ils racontent ce qu'ils ont vécu aussi lors de leur captivité. Ce sont des témoignages intéressants. Thomas Misraki, notre envoyé spécial, a rencontré l'un de ces 215 soldats libérés à la fin du mois dernier contre des prisonniers russes. Il fait partie de ceux qui avaient défendu l'usine Azovstal lors du siège de Mariupol. Il a raconté ses conditions de captivité. Écoutez. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pendant votre captivité? Tout était difficile. Moralement, je voulais revenir sur notre territoire. Je voulais manger et voir ma famille et les miens. Pour la nourriture, tout était mauvais. Il y avait beaucoup de bouillon, des pommes de terre, parfois quelques pâtes. Quand je suis arrivé à Mariupol, je pesais 77 kilos. Quand je suis sorti de captivité, je faisais 55 kilos. Quels étaient vos rapports avec les soldats russes? Ils vous ont traité comment? Ce n'étaient pas des Russes au camp de prisonniers, c'était plutôt des séparatistes ukrainiens. Ils étaient durs avec nous. Mais comme j'étais à l'infirmerie, je n'avais quasiment aucun contact avec eux. Ils nous disaient qu'ils ne nous rendraient jamais notre liberté, que nous allions devoir tout reconstruire. Comment et quand avez-vous appris votre libération? La première fois qu'ils devaient nous échanger, c'était le 23 ou le 24 juillet. On nous a mis dans des camions. Ils nous ont dit de nous taire, qu'on allait être échangés. Nous sommes partis, puis arrivés quelque part. Quelque chose n'a pas fonctionné. On a passé la nuit dans des cellules et on nous a emmenés à Sugodolsk. Le 28 juillet, on nous a alignés, ceux qui devaient être échangés. On nous a mis dans des camions. Nous sommes repartis et cette fois ça a marché. Il m'a fallu 2 semaines après l'échange pour réaliser que c'était fini. Vous avez eu l'impression que les Russes étaient là pour libérer Mariupol des néo-nazis? Je n'ai pas vu de nazis. La seule chose que je sais, c'est que 70% des habitants de Mariupol soutenaient les Russes. Vous en pensez quoi de ce témoignage, Christian Magrellis? Mais ça détruit pas mal d'idées préconçues. Hein. Le fait qu'ils disent que 70% des habitants de Mariupol soutenaient les Russes, c'est quand même impressionnant. Et c'est un Russe qui le dit. D'autre part, ils ont été traités, ils ont été maltraités, mais ils n'ont pas été torturés. C'est un Ukrainien qui le dit. Ce qui décrit, c'est la vie d'un prisonnier militaire dans un camp, dans un stalag, n'importe où dans le monde. On est mal nourri, on est malade, on perd du poids, c'est évident. Mais il ne parle pas de frappe, il n'a pas été frappé, il n'a pas été torturé. Et puis à la fin, il a quand même été échangé. Ça a marché. Ça veut dire que le dialogue entre les Ukrainiens et les Russes, il continue. Il est possible. C'est vrai que c'était un échange qui était même à l'époque surprenant à l'île de Baye-Crémer, puisqu'on nous annonçait des procédures expéditives, des procès expéditifs de ces combattants nazis. Alors il a aussi dit qu'il n'avait pas vu de nazis, ça c'est intéressant. Mais c'est un témoignage effectivement de première main sur ces conditions de détention. Et puis effectivement, ce que souligne Christian Magrellis, ce témoignage d'une partie de la population de Mariupol qui soutient l'arrivée de l'armée russe. Mariupol est une ville assassinée. Il y a des dizaines et des milliers de morts. C'est ça, Mariupol. Donc, de quels habitants parle-t-il? À quel moment? À quelle séquence? Avant ou après que... non, vraiment, enfin... Les estimations vont entre 85, entre 80... Non, j'entends bien. Mais à quel moment parle-t-il de ça? L'immense majorité... Il dit aussi que ce sont des, pardonnez-moi, mais des séparatistes ukrainiens pro-russes qui l'ont détenu. Oui, allez-y, continuez. Qu'il y ait des collaborateurs ukrainiens, oui, ça c'est documenté, on le sait, oui, c'est un sujet, et c'est l'utilisation perverse qu'en fait l'Ukrainien, bien sûr. Après,
j'endosse, je prends la responsabilité de mettre en question, à minima, les 70% d'habitants de Mariupol, de Mariupol qui soutiendraient les Russes. Tout est questionnement dans cette guerre et tout témoignage. À quel moment? En tout cas, très concrètement, ce qu'on sait, c'est que Mariupol est une ville détruite, absolument détruite, où les gens qui cherchaient à en fuir ont été notamment frappés par des missiles russes, qu'il a été extrêmement difficile, et c'est impossible maintenant de s'en extraire et de fuir cette ville. On sait, on connaît, parce qu'il y a images, documents et témoignages de la façon dont a pu résister notamment ce prisonnier dans cette usine. On sait l'horreur qu'ont vécu ces gens pendant des semaines et des semaines, tout ce qui a été mis en place pour essayer de les exfiltrer, pour qu'ils puissent en sortir vivants. Il y a la question des prisonniers. L'Ukraine a clairement expliqué qu'elle ne laisserait personne derrière et qu'elle essayerait jusqu'au bout d'échanger au maximum de ce qu'elle peut les prisonniers. Après, 70% des habitants de Mariupol... Général, votre regard sur ce... Non, mais mon regard c'est le même. Moi, je ne remets pas en doute la parole de ce garçon qui quand même communique. Il communique. Tout message de guerre est un acte de communication. Ensuite, c'est un peu la difficulté qu'on a et que nous avons et que vous avez, c'est-à-dire qu'on voit un témoignage et on a tendance à généraliser. Je me rappelle d'un fusil d'assaut pourri, on a vu 2 photos qu'on a vues pendant la mobilisation et qui a tourné partout en disant regardez l'état des armes russes. Je pense que c'était un exemple. Et donc je crois qu'on doit raison garder, notre recul garder et dire lui pense ça n'est pas forcément une généralité. Il n'a pas fait études scientifiques pour savoir que 70% sont... Oui, ça reste évidemment à la louche. Donc je crois qu'il faut relativiser, c'est bien de l'écouter, mais je crois qu'il faut relativiser bien sûr. Jean-Baptiste Noé. Oui, tout à fait, c'est un témoignage qui est utile, mais ça reste un témoignage. En revanche, ce que je trouve intéressant aussi, c'est quand il explique qu'il a été prisonnier par des séparatistes ukrainiens. Donc ça veut dire qu'il y avait une sorte de guerre civile aussi entre Ukrainiens pro-russes et Ukrainiens pro-Ukraine, si je peux dire. Oui. Il y a aussi des Ukrainiens qui sont forcés dans ces zones-là à faire le sale boulot pour les Russes. C'est une grande stratégie. La question des supplétifs russes et de forcer les populations... C'est une crainte pour Kherson d'ailleurs, puisque effectivement, c'est une crainte sur le terrain constante. Est-ce que l'armée russe aujourd'hui, dans ces territoires qui ont été annexés, va forcer des Ukrainiens à se battre contre des Ils essayent. Ukrainiens Je rappelle, il y a un chef d'orchestre qui a été assassiné hier parce qu'il refusait de collaborer avec les Russes. Un chef quoi d'orchestre. Un chef d'orchestre ukrainien. Oui, Karpenko, qui a été assassiné hier parce qu'il a refusé. Je prends cet exemple parce que c'est une figure et que ce musicien est très connu, mais ça c'est assez documenté aussi. Oui, ils essayent de forcer les Ukrainiens à collaborer et à être envoyés sur le front pour tuer leurs compatriotes. Donc, sinon, c'est un peu le même scénario qu'on connaît par cœur, la façon de séparer, d'instrumentaliser. La Tchétchénie, c'est quoi sinon des supplétifs de Poutine qui participent à la chape de plomb et à la terreur auprès de leurs propres compatriotes. C'est un scénario russe par excellence. Un scénario qui se répète. Il y a aussi des protestations de la Turquie pour l'enrôlement des Tatars de Crimée. Parce qu'ils essaient d'enrôler des Tatars en Crimée. Il y a 20% de Turcs qui s'appellent des Tatars turcophones et qui sont les protégés de la Turquie. Et la Turquie a protesté en disant vous obligez nos Tatars à entrer, vous n'avez pas le droit de le faire. Allez, merci beaucoup à tous les 4. On se retrouve dans un instant dans le club sur LCI, problématique beaucoup plus franco-française avec cette crise de l'énergie qui est peut-être en train de devenir une crise politique et sociale. Est-ce qu'on doit attendre une forte mobilisation dimanche avec la marche de la NUP, mardi avec la mobilisation interprofessionnelle? On en parle dans un instant sur LCI. Votre programme avec une équipe de professionnels engagés sur le terrain. Pour vous, avec vous, proche de vous. Groupement national des agents Citroën. Votre programme avec Floa. Mini prêt ou paiement en plusieurs fois. Avec Floa, c'est aussi simple que ça. Floa, simplifiez la banque pour faciliter la vie. Vous avez adoré les flamme-cuches chez vos amis? Vous aimez déjà Lidl. Retrouvez la flamme-cuche saveur de nos régions à 1,79 €. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Tu vois, ça c'est de la protection. Waouh, hey, tu l'aurais peine pour moi? Je peux te prêter la mienne.
Alors? Elle te va nickel. Sérieux? Peut-être rajouter des trous pour les yeux, mais sinon ça va. Hein. Ils arrivent par où les lions déjà? Chez Aesio Mutuelle, bénéficiez d'une protection adaptée à vos besoins personnels ou professionnels. C'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Je souhaitais connaître la valeur de ma voiture. La réponse, vendezvotrevoiture.fr. Je suis allé sur leur site et j'ai très rapidement reçu une offre ferme. Le prix était meilleur que prévu. Du coup, j'ai déposé ma voiture dans une de leurs agences et je l'ai vendue. Recevez votre offre maintenant sur vendezvotrevoiture.fr. Une croisière? On n'est pas Crésus, nous. Mais ils n'ont peut-être jamais voyagé avec Costa. Costa, believe your eyes. L'agriculture, c'est pas facile. Météo, transport, main-d'œuvre. Si on a eu une bonne année, c'est grâce à notre expert comptable. Celui-là, il nous a sauvé les fesses. Les experts comptables, des conseils qui vous sauvent les fesses. Et voilà, si vous vous demandez parfois si c'est un 0 ou un O dans le code Wi-Fi, c'est qu'il est temps de venir tester votre visio gratuitement chez Atoll. Dispositif médical. Rien n'est plus agréable que de se sentir soutenu. Et il en va de même pour vos pieds. Testez les Skechers Arch Fit. Voûtes plantaires renforcées certifiées par des podologues. De plus, elles sont lavables en machine. La solution ultime pour un confort quotidien, Skechers Arch Fit. Et vous le savez, pour nous, la qualité de vie au travail, c'est primordial. J'ai donc décidé une augmentation de 340% du budget alloué aux stylos. Bonne idée, les stylos. Mais en matière de qualité de vie au travail, 87% des salariés considèrent l'hygiène et la propreté comme déterminantes pour assurer leur santé et leur sécurité. 87%. Pensez-y lors de la répartition de vos budgets. La propreté, un achat essentiel. Voilà, c'est là. Marche pas, le stylo. Marche pas. Découvrez les modalités sur notre site chez switch.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. On va régler ça une bonne fois pour toutes. Au fait, pour la fuite chez vous, vous pouvez aller sur mesdépanneurs.fr, les yeux fermés. Ah ok, merci beaucoup. Réparer, rénover, les yeux fermés avec mesdépanneurs.fr. Gêne, démangeaison, les effets de la mycose vaginale peuvent être nombreux. Mycohydralin 500 mg, sans ordonnance, efficace en une seule prise. Mycohydralin, libérez-vous de la mycose vaginale. Tout médicament peut exposer à des risques, parlez-en à votre pharmacien. On voudrait qu'une émotion comme celle-ci ne s'arrête jamais. Nouveau Lexus UX hybride auto-rechargeable, plus qu'une sensation de liberté. Dans la vie, il y a différentes façons de dire au revoir. Il y a les au revoir réconfortants, les déchirants, les au revoir de loin, de près, et ceux qui restent gravés à tout jamais. Et puis, il y a le dernier au revoir. Que faire quand un décès survient? Qui contacter? Appelez le 3012, une équipe urgence décès PFG vous prend en charge immédiatement de jour comme de nuit. Urgence décès 3012, un service PFG. Dans mon entreprise, ce que je ressens quand tout est fait, tout est rentré dans l'ordre, c'est une paix intérieure et je me dis que je suis en phase avec moi-même, que j'ai tout rayé de ma to-do list, alors c'est un bien-être. Comme Patrick, les clients de Sage peuvent gérer facilement leurs tâches avec nos solutions de comptabilité, de gestion et de paie. Sage, votre business simple et fluide. Régalez-vous, faites vos courses. Grand Frais, le meilleur marché. Faites vos achats sans que les traqueurs en ligne ne vous suivent à la trace. Profitez de l'offre NordVPN dès maintenant et protégez-vous des traqueurs en ligne. NordVPN, la cybersécurité conçue pour le quotidien. Voici la version déchirée. Très déchirée. Très déchirée. Et ultra déchirée. Vous n'avez rien sans
Déchirure? Parce que vous savez ce qui vous va le mieux. Skoda Kamiq. Découvrez-le sans condition de reprise à partir de seulement 129 € par mois lors de nos portes ouvertes ce week-end. Aujourd'hui plus que jamais, réduire ses factures d'énergie c'est essentiel. Alors ensemble, passons votre maison en mode éco. Toutes nos solutions et nos conseils pour réduire votre consommation d'énergie sur leroymerlin.fr. Waouh! On est super bien chez toi, Marco. Ouais, j'ai fait installer des radiateurs électriques Atlantique et depuis il fait super bon à la maison. Alors, tout de suite on est détendu. Bah ouais. Atlantique, on est bien chez vous. Votre programme avec une équipe de professionnels engagés sur le terrain. Pour vous, avec vous, proche de vous. Groupement national des agents Citroën. Votre programme avec Floa. Mini prêt ou paiement en plusieurs fois. Avec Floa, c'est aussi simple que ça. Floa, simplifier la banque pour faciliter la vie. De retour sur le plateau de ce club avec une actualité qui vous préoccupe sans doute personnellement, la galère à la pompe. Ça n'est pas terminé ce week-end. La grève, on le sait, a été prolongée par la CGT chez Total Energy dans les 5 raffineries. Dans les stations-service, la situation s'est quand même améliorée légèrement depuis ces images que vous voyez de ce matin. Quelques camions ont pu sortir, notamment grâce aux réquisitions de la raffinerie de Dunkerque, mais là-bas, les représentants de la CGT ne veulent rien lâcher. Les précisions sur place de Kevin Eliès qu'on retrouve à la raffinerie de Dunkerque. Kevin, bonjour. C'est toujours très motivé que les troupes de la CGT s'apprêtent à continuer ce mouvement. Bonjour, oui effectivement parce que le mouvement a été reconduit sur ce site comme sur les autres sites Total Énergie du territoire et s'il est reconduit jusqu'à 22 h minimum, c'est l'heure de la prochaine Assemblée Générale. D'ailleurs nous avons pu parler tout à l'heure avec l'élu syndical du site et il se dit très déterminé, écoutez-le. La mobilisation on la tiendra le temps qu'il faudra. Donc vous savez très bien que là les réquisitions ont justement déclenché, ont eu un effet déclencheur je veux dire dans le pays. On sait qu'il y a pas mal d'entreprises qui ne comprennent pas qu'une boîte comme Total, au lieu de négocier, envoie les gendarmes chez les gens pour les faire venir travailler. Je rappelle que la grève c'est un droit, donc c'est notre droit de montrer notre mécontentement vis-à-vis de Total et on continuera à le faire. Et puis ce qui est important de noter aussi, c'est que depuis 14 h, l'arrêté préfectoral de réquisition a pris fin. L'arrêté qui obligeait certains salariés à venir faire fonctionner le site ici. Autrement dit, plus aucun camion ne pourra quitter le site du dépôt avec du carburant à bord pour aujourd'hui. 34 l'auraient déjà quitté ce matin, c'était les derniers, et 78 hier. Qu'en sera-t-il la semaine prochaine? Est-ce que la préfecture ici du Nord prendra un nouvel arrêté de réquisition? La préfecture nous indique qu'elle évalue la situation au jour le jour. Merci beaucoup Kevin Eliès. On voit donc ce chiffre, ce sont toujours des millions de Français qui sont concernés par cette crise puisque 27,3% des stations-service rencontrent toujours des difficultés d'approvisionnement sur au moins un carburant. Vous le voyez, c'est très inégal, c'est près de 40% en Île-de-France actuellement qui devient donc la région la plus touchée. Tout le monde marche sur des œufs dans cette crise ce week-end jusqu'à la marche de dimanche de la NUPES et la mobilisation interprofessionnelle de mardi. On en parle sur ce plateau avec nos invités. Michel Remy, bonjour, merci d'être là. Vous êtes économiste et professeur à Sciences Po. Jean-François Amadieu, bonjour, vous êtes sociologue spécialiste des mouvements sociaux. Et puis nos journalistes spécialistes Arlette Chabot et Frédéric Delpech qui sont là également avec nous pour décrypter ce qui se passe. Il y a les mots et les paroles de la CGT, Jean-François Amadieu, parce que la CGT qui met une position très ferme en apparence, et notamment on vient de l'entendre dans ce témoignage, aurait laissé passer quelques camions de réquisition volontairement. Il y a une volonté de continuer le mouvement, mais pas d'aller jusqu'à l'embrasement total. C'est comme ça que vous le percevez? Exactement. Alors c'est assez classique d'ailleurs du côté de la CGT, puisque vous pouvez être ferme sur la forme, un peu plus souple en pratique. Là, en l'occurrence, ne pas aller à l'affrontement, à des situations d'affrontement avec les forces de l'ordre. Et puis, il faut ajouter que les réquisitions
à un moment donné, peuvent arranger tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'une grève s'arrête à un moment donné, c'est difficile de sortir, et donc vous pouvez, et on l'a déjà vu dans d'autres conflits, c'est classique, à un moment donné expliquer que finalement la grève s'arrête, le travail reprend, que le compte n'y est pas naturellement, la lutte continuera, mais que pour le moment, en raison des réquisitions, de la situation, finalement, le mouvement s'arrête. Donc, mais il faut ajouter que la CGT qui est prudente parce qu'elle veut tenir jusqu'à mardi, c'est l'objectif, mardi inclus. On est dans un entre-deux, voilà, là, en ce on est moment. entre-deux, et du côté des pouvoirs publics aussi, parce que vous noterez que du côté des pouvoirs publics, je dirais qu'on fait les choses, ça vient d'être indiqué dans votre reportage sur Dunkerque, à minima, on fait un peu de réquisition, mais pas trop, on ne dégage pas forcément un piquet de grève à tel endroit, bref, on n'en fait pas trop. Éviter l'embrasement pour éviter de la l'embrasement, situation voilà. avant Parce qu'il y a mardi. dimanche, il y a mardi, il y a les suites, donc au fond ne pas trop mettre d'huile sur le feu. Qu'est-ce qu'on sait de l'état d'esprit du gouvernement? Ça fait des jours, Arlette Chabot, qu'il est accusé d'avoir tardé à réagir et les oppositions s'en saisissent. Frédéric Delpech aussi, vous avez peut-être des informations à ce sujet. Aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est une situation d'apaisement et en même temps, les Français sont toujours confrontés aux mêmes difficultés. C'est très difficile, cet entre-deux. Une situation d'apaisement, il y a quand même l'impatience des Français. Donc l'apaisement, oui, bien sûr, mais c'est surtout un gouvernement qui doit gérer une communication qui n'a pas été bien gérée. Enfin, on ne va pas refaire toutes les 15 derniers jours, mais on ne peut pas dire que tout était bien mené, aussi bien en termes de communication, de prise en compte de l'importance du conflit, et puis de parole aux Français, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'empathie exprimée par le gouvernement pour les Français qui ont galéré. Donc l'état d'esprit, c'est plutôt d'essayer d'en sortir le mieux possible, de gérer la sortie de crise, comme vous le disiez il y a un instant, avec, si possible, le moins de dégâts en termes politiques. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas une forte mobilisation, on en parlera sans doute à la manifestation de Jean-Luc Mélenchon demain, et puis que la journée interprofessionnelle de mardi soit juste une sorte de galop d'essai et ne débouche pas sur des conflits un peu plus généralisés et ne fasse pas tache d'huile dans d'autres secteurs d'activité. Donc voilà, c'est plutôt ça aujourd'hui. Le gouvernement essaie de sortir le mieux possible de cette affaire qui a été particulièrement mal gérée, parce que quand on regarde les sondages, les Français ne soutiennent pas massivement les grévistes, c'est plutôt 50-50, alors que dans d'autres conflits, par exemple lorsque c'est les urgences, 88% des Français soutenaient les grévistes. Là, le soutien est quand même pas très important, mais en même temps, le gouvernement est considéré comme n'ayant pas bien géré les choses, ayant menti au début. Et ça, c'était la gestion jusqu'ici. Et puis en plus, le président a fixé un objectif. Il faut que le retour à la normale ait lieu la semaine prochaine. Il s'est mis en difficulté lui-même, Arlette Chabot, parce que selon Total, il va falloir au moins 2 à 3 semaines pour retrouver une situation de marche normale, même si le conflit s'arrête. Les raffineries se remettent en route avec des questions de sécurité, il faut un peu de temps. Mais si effectivement, petit à petit, le mouvement de grève s'effrite, c'est vrai que la situation, elle est gelée jusqu'à mercredi soir. Elle est gelée par l'événement politique qui est la manifestation demain organisée par Jean-Luc Mélenchon, la marche qui était lancée avant. Et d'ailleurs, tout le monde pensait que le gouvernement essaierait de régler le conflit si c'était possible, donc en ne traînant pas comme il l'a fait, avant justement cette marche lancée par la NUPES pour limiter en quelque sorte la mobilisation. Donc il n'a pas été capable de le faire pour des tas de raisons, on ne va pas revenir dessus. En tout cas, il a tardé, donc là... Il y a évidemment, maintenant la CGT ne va pas mollir alors qu'il y a cette journée d'action de mardi, évidemment. Donc on est à partir de mercredi et au milieu, il y a en plus, sans doute, le gouvernement va, comme l'on dit, sortir son 49.3 sur le budget à l'Assemblée. Donc il y a l'événement politique demain, il y a l'événement syndical mardi avec la mobilisation voulue par la CGT, avec quand même, à nouveau, c'est les transports qui tiennent, c'est l'élément essentiel. Grève sans doute à la RATP, grève à la SNCF, donc tout ça est important. Et donc c'est gelé jusqu'à mercredi. Et après, eh bien, on tombe dans effectivement le deadline donné par le président de la République. Voilà, c'est gelé politiquement, mais dans les faits, la situation est toujours très difficile pour les Français. Rien n'est réglé. Alors l'impact de tout cela, l'impact économique, va commencer
à se mesurer ou il est plus un impact de perception? Tant que le conflit n'est pas arrêté, on va avoir des estimations. Ce qui va se poser comme problème, c'est notamment à court terme, d'abord la pénurie qui est là, mais qui risque d'être renforcée à la fin du mois parce que c'est la fin de l'aide de l'État, du moins à la réduction. Donc on risque encore d'avoir un afflux de personnes pour encore bénéficier de cet afflux, de cet effet d'aubaine. Donc ça va encore tendre l'activité des stations-service. Donc si on ne trouve pas une issue rapidement, ça risque d'être encore plus, on va dire, problématique au niveau de la fin du mois. Déjà qu'on a les prix qui ont augmenté, alors en plus effectivement quand la ristourne va s'arrêter, ça risque de poser. Et donc déjà, il y a certains secteurs qui se posent des problèmes notamment parce qu'ils n'ont pas les salariés qui arrivent à temps, ne serait-ce que par exemple les bâtiments. Il y a des pénalités pour ne pas avoir tenu les délais. Ça risque de poser des problèmes, la situation financière de certaines entreprises. Et donc tout cela fait que, au-delà d'autres secteurs, donc ça pose ce type de problème que l'on risque à terme d'avoir des fragilités aux certaines entreprises. Il y a une faute politique de ne pas avoir pris la conscience de ce qui était en train de se jouer. Ou la portée, peut-être ne pas imaginer que, en fait, l'activité ne se concentre pas uniquement dans les villes, mais aussi en province. Et ça pose ce type de problème où la voiture est un élément essentiel et le carburant est un élément essentiel pour l'activité économique et pour les ménages, alors que dans les grandes villes, il y a des transports collectifs. Donc ça pose aussi cet aspect-là de ne pas avoir une déconnexion peut-être vis-à-vis de la France rurale. Voilà. Évidemment, les oppositions, elles s'en saisissent. Alors on sait qu'il y a la marche de la NUPES dimanche et on va les entendre amplement à ce moment-là. On va écouter ce que dit Marine Le Pen de tout cela. Pour elle, ce sont les Français qui payent le prix de la crise et ça se ressent à la pompe avec des prix en hausse. Écoutez-la. Non seulement il y a une pénurie, mais de surcroît, un certain nombre de stations ont perdu la raison. C'est-à-dire que ce matin, moi j'ai encore vu du gazole à 2,46 €. Enfin, je veux dire, c'est inabordable pour les Français. Donc il faut vraiment que le gouvernement mette tout en œuvre pour extrêmement rapidement, puisqu'il n'a pas été capable d'anticiper, comment il soit capable de résoudre le problème dans des délais qui soient les plus brefs possibles. Au milieu de la semaine prochaine, ça fait loin. Voilà, pas d'essence pour beaucoup, 40% des stations en difficulté en Ile-de-France et beaucoup dans le reste de la France. Et puis pour ceux qui en trouvent, des prix qu'on n'aurait pas imaginé possible il y a encore quelques semaines. Il y a une erreur, il y a une faute politique dont le gouvernement va payer le prix pour vous, là? Oui, il y a dans les sondages depuis des années, on sait que les Français qui n'adorent pas les organisations syndicales, pas plus que les partis, en revanche, considèrent que les pouvoirs publics sont toujours responsables, ainsi d'ailleurs que les patrons, quand il y a des conflits et que les conflits s'enlisent. Il fallait discuter, il fallait négocier. Et les Français sont très attachés à la négociation et au dialogue. Ça, pour eux, c'est important. Ce qui fait que... Ce que répond le gouvernement, c'est que ce n'était pas à nous de discuter dans cette crise. Oui, mais enfin... Pardon, mais c'est quand même un peu surréaliste d'avoir 24 jours, 25 jours de grève, une grève d'une telle durée, et d'attendre 22 ou 23 jours avant de commencer à concerter, même pas négocier. Enfin, c'est juste une plaisanterie parce que on sait dans le dialogue social qu'on ne fait pas ça. Quand vous le faites, il fallait hausser le ton bien plus tôt vis-à-vis de la direction de Total. Oui. Bien sûr, c'était quand même faisable. Et d'ailleurs, ça a été fait finalement. Mais je voudrais, si vous prenez d'autres exemples, d'autres entreprises et d'autres secteurs d'activité, depuis l'été par exemple, on a résolu beaucoup plus vite les problèmes. Dans le transport aérien ou aéroport de Paris, etc., on a été plus vite. Il y a des secteurs où on peut aller plus vite. Le choix de ne pas aller plus vite dans une entreprise qui en a les moyens, on peut expliquer les choses comme on veut, mais enfin ça reste quand même un peu curieux. Et pour les Français, une fois de plus, quand on regarde les sondages, ça, ils le savent, ils ne trouvent, et bien entendu, c'est pas bon. Est-ce qu'ils le lient à cette taxe sur les super profits que refusait le gouvernement? Est-ce que dans l'opinion publique, le lien commence à se faire? En tout cas pour le gouvernement, très clairement, parce que dans cette histoire, le gouvernement, il n'a pas non plus été inerte. Il a essayé de négocier, mais dans la discrétion avec la direction de Total. Ce qui avait d'ailleurs été fait cet été, Bruno Le Maire avait négocié avec la direction de Total cette ristourne que Total a appliquée dans ses stations-service. Donc tout ça s'est fait dans les coulisses. Et là, le gouvernement pensait pouvoir faire la même chose, faire pression sur la direction de Total, mais de manière discrète, en brandissant éventuellement la menace d'ailleurs d'alourdir un peu plus le dispositif de taxation des super profits qui a été dégainé la semaine dernière à l'Assemblée nationale par le biais d'un amendement. Bref, voilà. Mais le problème, c'est qu'une chose est de négocier en coulisses, l'autre est de donner un message aux Français. Et puis d'avoir du poids vis-à-vis et de montrer qu'il y a le poids. On peut dire quand même qu'il y a eu un accord
d'accord, 7% de revalorisation, c'est pas non plus les salaires, c'est pas non plus négligeable. Oui, parce que la CGT joue son petit jeu aussi. De demander encore un peu plus, 10%. Mais enfin, il y a quand même eu finalement un accord sous la pression très forte du gouvernement, mais tout ça s'est fait dans l'ombre. Et la question, c'est que les Français ont le sentiment, quand ils entendaient Emmanuel Macron leur dire moi je ne me mêle pas de ça, ça regarde uniquement l'entreprise, alors que l'État est toujours très prompt à intervenir dans la vie des entreprises, en France c'est une tradition, et là que l'État était plutôt absent. Donc voilà, il y a eu encore une question de communication qui n'avait pas été totalement maîtrisée. Il y avait une volonté de faire ça discrètement, mais ça s'est retourné d'une certaine façon contre le gouvernement. Pas du tout, effectivement, l'échec a explosé aux yeux de tous. Oui. C'est vrai que Total, c'est l'entreprise qui est au centre de tous les débats. Depuis des semaines, depuis des mois. Alors les super profits, la taxation des super profits. Après, on a eu le salaire du président de Total qui a grimpé. Donc les salariés, à juste titre, disent regardez de combien augmente le salaire du président Patrick Pouyanné. Et dernière chose, les dividendes, effectivement, pour les actionnaires. Et là, effectivement, avec un amendement sorti par un groupe de la majorité pour les taxer. Donc, c'est au cœur de tous les débats. Donc, forcément, quand il y a un conflit qui éclate dans cette entreprise, quand le ministre Bruno Le Maire dit les entreprises qui le peuvent, doivent distribuer de l'argent et augmenter les salaires, et la première ministre qui répète il faut augmenter les salaires dans les entreprises où on le peut face à l'inflation, forcément, vous savez que ça va être un truc qui va être extrêmement ultra sensible. Donc il faut être à l'affût, ce qui n'a pas été je pense qu'effectivement, alors il y a une partie de la communication est ratée, il aurait fallu une sorte de mise en scène, c'est-à-dire qu'on sache que Patrick Pouyanné a été convoqué à Bercy par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui solennellement lui a dit il faut sortir de ce conflit très vite, ouvrez des discussions, ouvrez des négociations, et ne pas attendre en disant effectivement l'État ne peut se mêler de tout. Il doit laisser un conflit à l'intérieur d'une entreprise se régler dans cette entreprise pour finalement intervenir, tout le monde a compris. Donc tout ça a été effectivement tout à fait raté. Encore une fois, non seulement la com, et la mise en scène, avec en plus des ministres qui disaient « vous inquiétez pas, ça va se régler ». On a des ministres qui doivent se montrer sur le terrain auprès des Français. Il y a une communication de crise qui est mise en place. Écoutez, pour l'instant, pas apparemment. En tout cas, on n'en sait rien. Parce qu'on a eu du mal aussi à comprendre quel était le ministre qui était en charge du dossier. Olivier Véran, au début, avait fait des erreurs assez importantes en disant qu'il n'y avait pas de pénurie. Après, c'était Agnès Pannier-Runacher qui est intervenue, mais qui était, elle, isolée à cause d'un Covid. Bref, il y a eu beaucoup de cafouillage dans la gestion et on n'a pas compris quel était le ministre qui était en charge véritablement du dossier. Et on a surtout vu un président de la République qui semblait en tout cas prendre ses distances et dire non, ça ne concerne pas l'exécutif. Donc tout ça, il y a un manque d'incarnation, manque d'empathie. C'était bien incarné le 5 octobre par Olivier Véran, vous le disiez, avec une déclaration. Je ne sais pas si c'était bien, mais oui. C'était incarné par Olivier Véran, regardez. C'était incarné. Certaines stations sont victimes de leur succès puisque la baisse des prix est telle à la pompe, et c'était une demande des Français, qu'il peut y avoir des tensions sur la disponibilité d'un ou plusieurs carburants dans les stations. Mais il n'y a pas de pénurie, ça c'est un point qui est important. Il se veut toujours assez rassurant, Olivier Véran, dans sa communication. Il est aujourd'hui porte-parole. Cette déclaration, elle reste et aujourd'hui, elle est presque sidérante en réalité, 10 jours après. Je pense que c'est aussi, ça montre en même temps, c'est une illustration de comme quoi on n'a pas pris l'ampleur du problème. Dans le sens, je voudrais rien rajouter par rapport à ce qui a été dit précédemment. Donc on dit, M. Macron est libéral, mais c'est bien, mais on voit aussi qu'il doit tenir compte aussi de la population et que parfois, il convient d'écouter aussi sa population qui est en difficulté et de se dire non, j'interviens pas au sens des entreprises. Il convient aussi d'écouter la population, les remontées, pour dire ils sont en difficulté. C'est aussi à moi de mettre dans une certaine mesure mes principes pour pouvoir aider et éviter ce type de grogne sociale. Parce que au-delà du droit de grève qui est bien, c'est qu'on arrive sur des aspects qui sont essentiels. Ça veut dire, et je reviens toujours à la même chose, c'est qu'on ne comprend pas qu'aujourd'hui, il y a en fait un désert au niveau de la province, et je respecte la province, c'est-à-dire au niveau des transports collectifs. Et donc pour eux, l'essence est important. Donc dès lors qu'on touche ce sens. Et c'est la jeunesse du mouvement des Gilets jaunes d'ailleurs. Voilà. Et c'est là où on n'a pas, à mon sens, on n'a pas assez pris le recul nécessaire pour dire dès qu'on touche l'énergie,
ça pose ce type de problème. Oui, je voulais juste te dire que quand même, pour Olivier Véran, est dans son rôle, au moment où il fait la déclaration. Pourquoi? Parce qu'il faut éviter de dire aux gens, ça y est, c'est la pénurie, précipitez-vous dans les stations-service parce que vous n'aurez plus d'essence demain. C'est normal qu'ils le disent comme ça, même s'il sait que ça n'est pas la réalité. Donc, et on sait que ça a joué dans la crise, ce mouvement, pas de panique, mais de volonté de remplir son. Est-ce que vous allez accélérer le processus et créer de facto la pénurie? Bien entendu, c'est lui qui s'y colle, entre guillemets, si on peut le dire. Alors, bien sûr, l'autre question, c'est le vrai risque d'embrasement. On a ce mouvement dispersé. On a la NUPES d'un côté dimanche, mouvement prévu depuis longtemps, marche contre la vie chère et contre l'inaction climatique. Et puis on a d'un autre côté ce mouvement de grève interprofessionnelle prévu pour mardi. Y aller en ordre dispersé, ce sont les faits aussi qui l'ont commandé. Qu'est-ce que ça nous signifie sur le rapport de force et sur la mobilisation qu'il va y avoir dans ce mouvement? Vous voulez dire entre la sujets. NUPES et la CGT. Voilà, la NUPES et les organisations syndicales. Oui, parce qu'FO aussi, je dis CGT, mais... Oui, avec FO, les FSU et Solidaire. Mais il y a FO, ce qui est vrai que c'est assez notable. Mais effectivement, les gens de la NUPES ont peut-être oublié un élément fondamental qui remonte à 1906, c'est que les organisations syndicales et les leaders des organisations syndicales sont vigilants et souhaitent qu'on n'empiète pas sur leur plate-bande, être respectés dans leur rôle. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est que à la NUPES, ça n'a pas toujours été compris. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, c'est pas... et je crois que c'est quand même l'explication principale de ce qu'on voit là. Donc, ensuite... peut-être que le deuxième sujet, c'est de savoir si mardi, parce qu'il n'y aura pas une mobilisation importante pour la manifestation de la NUPES, en revanche mardi, évidemment davantage, et surtout la question, c'est la suite de mardi, parce que mardi... Oui. Alors mardi, on s'attend à quoi exactement? On s'attend à des perturbations importantes dans les transports, on sait que dans l'énergie aussi, dans le nucléaire, ça commence à alors chauffer. Ça c'est par contre du dur de la CGT. Oui, c'est ça. Alors c'est la CGT. Oui, demain il y a d'ailleurs une partie de la CGT aussi et d'un peu de Sud qui seront présents, mais c'est assez habituel. C'est, je dirais, des gens qui sont très contestataires au sein de l'organisation, qui seront présents demain dans le défilé politique. Mardi, c'est un schéma classique, si vous voulez, de journée interprofessionnelle. On pourra toujours regarder les chiffres, mais c'est pas... c'est pas le mardi, ça sera pas le mardi noir, la France bloquée. Oui, mais enfin, peu importe, les gens prennent leurs dispositions. Oui. Enfin, j'allais dire, peu importe, on a l'habitude. C'est les journées interprofessionnelles de ce type. Les gens maintenant, on le sait, notamment dans les transports, s'organisent, se débrouillent. Les choses ont changé. Aujourd'hui, c'est plus facile à gérer, si vous voulez. Donc, par contre, le vrai problème, et vous le disiez à l'instant, c'est ce qui va se passer tout ensuite, et qui a déjà commencé, qui peut s'accélérer après mardi, dans des secteurs ou des entreprises clés, comme en effet l'électricité, les centrales nucléaires à l'initiative de la CGT, on le voit déjà. Et là, c'est un premier exemple, mais il y en a bien d'autres, où tout le monde a bien compris à la CGT qu'il faut peu de travailleurs en grève pour obtenir un résultat très important, parce que regardez dans l'électricité, tout le monde sait que vous ne pouvez pas retarder le redémarrage de centrales au mois de janvier, que vous ne pouvez pas ralentir la production pendant l'hiver. Le redémarrage de 5 réacteurs est repoussé. On l'apprend aujourd'hui à cause de ce mouvement de grève qui est en cours sur 6 sites. On a les germes là d'une crise dont on connaît le début, mais dont on ne voit pas l'issue. Je pense que si on parle de contagion, Guillemets, il y a ce que pourra la mobilisation que peuvent faire les syndicats et notamment la CGT. Il y a aussi la contagion dans les entreprises où la revendication évidemment salariale va repartir de plus belle parce que tout le monde ne peut pas, effectivement, tout le monde ne fait pas les bénéfices de Total, tout le monde ne pourra pas augmenter les salaires de 6-7% ou donner une prime entre 3 et 6 000 euros. Mais en tout cas, dans les entreprises, et ça se voit parce que ponctuellement, les grandes entreprises, les petits, évidemment, c'est pas possible. Mais il y aura cette demande, évidemment. C'est le retour salarial. Donc on verra des conflits. Et on commence à les voir déjà un petit peu partout. Petits conflits, entreprises, dans un secteur, dans un magasin, dans un groupe. Donc il y aura forcément, sans doute, une contagion des demandes salariales parce que la demande, elle existe, elle est là, c'est forcément... C'est le retour d'une question que le gouvernement pensait peut-être avoir réussi à mettre de côté, celle de suivre les salaires avec l'inflation.
C'est ça qui est en train de revenir comme un boomerang oui, bien sûr, parce que évidemment les gens voient, regardez, les salariés de Total Energy ont obtenu 6-7% de revalorisation de leur salaire, pourquoi pas nous? Donc effectivement, il peut y avoir contagion. Là où c'est plutôt quand même pas une si mauvaise nouvelle que ça pour le gouvernement, c'est que le gouvernement, ce qui craint par-dessus tout, c'est le retour des Gilets jaunes, c'est-à-dire d'un mouvement ingérable, venu de nulle part et dont on ne sait pas où il peut atterrir. Quand ce sont les organisations syndicales qui sont à la manœuvre, même si c'est la CGT dure, c'est un schéma beaucoup plus traditionnel. On a le mode d'emploi, entre guillemets. Oui, le gouvernement a plutôt intérêt à ce que les revendications ou les conflits soient canalisés par des syndicats et traités dans les branches professionnelles, parce qu'en général, les accords pour les augmentations de salaire, ce sont les branches professionnelles qui les gèrent. Donc voilà, à la fois il y a une inquiétude sur une possible contagion et un climat social qui se détériore, ça bien évidemment, mais d'un autre côté, le fait que ce soit les syndicats qui appellent à cette journée interprofessionnelle et que ce soit les syndicats qui anticipent, parce que la dernière fois, les syndicats pour les Gilets jaunes, eux aussi avaient été totalement débordés. Donc c'est plutôt aussi un motif de rassurer le gouvernement, peut-être pas quand même, mais en tout cas, un motif voilà, on reste dans un terrain qu'on peut encore maîtriser. Alors là où le terrain est moins connu et historiquement, on n'a jamais vu ça, c'est que tous ces conflits sur les salaires qui interviennent dans une période d'inflation, mais avec une incertitude sur l'inflation future, qu'est-ce qui va se passer en début 2023, etc. Donc ça dope la conflictualité, on le voit bien en ce moment, mais dans un contexte qu'on n'avait jamais vu, je répète, c'est qu'on a dans beaucoup de secteurs d'activité, pour beaucoup de produits ou de services, des situations de tension. Les tensions sont multiples. La production d'énergie électrique, ici les carburants, ailleurs on l'a vu dans le transport aérien, les aéroports, les compagnies aériennes ont déjà du mal à assurer le trafic normal des voyageurs, on ne peut pas se permettre une grève en plus. Regardez à l'approche des vacances, nous savons que les Français veulent prendre le train, ils sont très nombreux, le trafic reprend. Donc si vous voulez, vous prenez beaucoup d'activités aujourd'hui, on pourrait penser à l'automobile, on peut penser à plein de secteurs, de plus il y a des pénuries d'emploi, de main-d'œuvre dans certains secteurs. Et de composants électroniques par-dessus le marché. Les composants électroniques, des approvisionnements bloqués, c'est ce qu'a connu la Grande-Bretagne juste avant le décès de la reine. Des situations, vous êtes dans une telle situation, pour des raisons internationales que tout le monde connaît ici, de blocage, de tension sur les approvisionnements, sur l'énergie, etc., que dans ce contexte-là, vous avez des conflits, même si les syndicats sont là pour les arrêter. En effet, c'est le rôle des syndicats, c'est peut-être plus facile qu'avec les Gilets jaunes. Ça peut vraiment rayer la machine économique. Parce qu'on n'a jamais connu ça. Ouais. Parce que si vous prenez les conflits qu'on connaît depuis des décennies, ça n'était pas des situations pareilles. Alors l'avis de Michel Remy là-dessus? C'est beaucoup plus compliqué. Non, la grande difficulté, c'est qu'aujourd'hui, les négociations et les mesures qui sont prises, c'est pour l'année prochaine. Or, aujourd'hui, il semblerait que l'on atteigne au troisième trimestre un pic d'inflation et que ça tende à diminuer. Donc, toutes les décisions et tous les accords qui sont pris, c'est pour l'année prochaine et pas pour cette année. Or, aujourd'hui, rien n'est fait pour l'année 2022 en termes de revalorisation. Donc, ça pose ce type de problème pour les différentes, on va dire, salariés considérés. C'est aujourd'hui, je dois faire face à une forte inflation et je n'ai pas eu regard à une revalorisation. Vous voulez dire qu'à la table des négociations salariales, l'entreprise va arriver avec des prévisions d'inflation en disant regardez, voilà, ça va se calmer, donc on n'augmente pas. Par exemple, Total parle on va dire de 7%, du moins, on dit 7%, non, c'est 5%, et il y a les primes, par exemple, que c'est l'intéressement. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va s'étager entre 7 000 et 12 000 euros, mais c'est ponctuel, ces primes. Et le salaire, c'est de 5%. Or, aujourd'hui, en France, on va tendre vers 6%. Ce que vous nous dites, c'est que la CGT a eu raison de refuser cet accord dans sa logique de coller à l'inflation aujourd'hui. Non, mais elle n'a pas obtenu, elle n'a vraiment pas obtenu. Je ne me permettrai pas de... Non, je ne connais pas toutes les pièces du dossier. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il il n'y a rien, en tout cas, d'incohérent aujourd'hui ou d'exagéré dans la demande de la CGT d'aller au-delà de ce qui a été obtenu. Dans le dossier, il y a deux aspects. C'est un conflit d'entreprises privées, où il y a une contestation, on va dire, sur des bases salariales, d'une part, mais simplement ça touche un secteur et un domaine qui est essentiel à l'économie française et à la population. Donc il faut différencier les impacts. On aurait eu un problème, le même type de problème dans une entreprise, on va dire textile, on n'aurait pas forcément eu la même gêne. Donc c'est ce qu'il faut bien en même temps de se dire. Donc c'est se dire qu'on prend en otage et les expressions un peu dures qu'on peut prendre, c'est compliqué. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, dans une entreprise particulière qui est particulièrement symbolique, qui a
a dégagé de forts bénéfices, qui a eu un surprofit, c'est-à-dire un profit, une rente de situation, ça peut être illégitime pour certains salariés donc, qui voient qu'un PDG augmente sa rémunération, du moins la rémunération du PDG a augmenté, et qui a des dividendes qui sont donnés aux actionnaires. Ils se sentent floués d'une certaine manière. Donc mais c'est un sentiment qui est partagé par beaucoup de salariés en France aujourd'hui. C'est ça qui là le danger. Voilà. Et social, en tout cas pour le gouvernement. En même temps, bémol, mais pardon Jean-François, mais je veux dire, il y a aussi ceux qui sont dans des petites entreprises, très petites entreprises, qui, eux, craignent autre chose, c'est-à-dire plutôt le chômage, avec la fermeture, chômage technique, dans un premier temps, ou chômage tout court, parce que l'augmentation, effectivement, du prix de l'énergie, il y a un chiffre qui a été donné ce matin par le secrétaire général de la CGPME qui dit 150 000 entreprises sont menacées de mort si on ne trouve pas une solution pour faire baisser le prix de l'énergie. Donc ça donnera des situations extrêmement différentes. On disait tout à l'heure des grands groupes qui font des bénéfices, des entreprises qui en profitent, guillemets, de la situation, en tout cas qui ne perdent pas, et puis l'immense tissu des PME ou des très petites entreprises. Et il y a eu une réunion à Bercy cette semaine pour essayer de trouver une solution. Sinon, c'est vrai, elles vont fermer avec du chômage technique ou fermer tout court si on n'arrive pas. Chaque entreprise, effectivement, a une situation qui l'empêche de réagir de la même façon. Avec ce qu'a dit Mme Jabot, c'est qu'il y a des petites entreprises qui doivent aussi s'engager à rembourser le prêt garanti. Et donc, ça convient. Un mot rapidement d'un autre gros dossier qui s'annonce et qui pourrait encore accélérer cette grogne sociale, la réforme des retraites. Est-ce que c'est là le vrai risque d'embrasement? Est-ce que c'est là qui pourrait se produire? Des avis rapides? En tout cas, ça paraît assez complexe pour le gouvernement d'engager là immédiatement, dans le contexte actuel d'un automne difficile en termes d'inflation, en termes de coût de l'énergie, en termes de grève, d'engager la réforme des retraites aujourd'hui. Donc effectivement, il y a une difficulté supplémentaire pour le gouvernement, effectivement, et on imagine mal comment il pourra présenter aux Français qui seront donc en train de boucler leur fin de mois ou de chercher de l'essence un projet de retraite où on leur demande de travailler plus. Et pourtant, il s'est encore réengagé. Il s'est encore réengagé. Alors, c'est pour le début de l'année prochaine, donc le contexte sera peut-être différent. On verra. La difficulté est il faut qu'il fasse ses preuves sur la gestion de ce dossier, on va dire, des pénuries d'essence. Ça part mal, donc il ne peut pas passer en force. Donc il doit faire des progrès. Allez, on continue à suivre tout ça, bien sûr, avec cette journée de mobilisation, notamment cette manifestation de la NUPES demain. Merci à tous les quatre. Restez avec nous sur LCI. C'est Amélie